Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo à la suite de la précédente que j'ai faite sur Thaïs Descuffon pour préciser certaines choses parce qu'il me semble que je n'ai pas été assez clair à propos de certains sujets. Mais tout d'abord, avant de donc rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une précision. Comme vous l'avez remarqué, j'émets une critique vis-à-vis bien de la pensée de Thaïs Descuffon. En revanche, je respecte Thaïs Descuffon, je ne lui ai pas manqué de respect dans cette vidéo, et donc je ne tolérerai pas que certains d'entre vous en commentaire viennent lui manquer de respect. Notamment dans la précédente vidéo, j'ai supprimé un commentaire qui donc déformait son nom de famille pour la faire rapprocher d'un élément proche de l'anus. Là, je ne vais pas dire le nom qui est très vulgaire, mais voilà, je ne tolère pas ce genre de commentaires, je les supprimerai tous systématiquement. Voilà, que cela soit bien clair. Ici, l'espace commentaire, il est fait pour que vous puissiez vous exprimer, donner votre opinion, mais cela doit être fait dans la bienveillance et de manière respectueuse. Voilà. Tout le reste sera supprimé. Je suis tout à fait intraitable là-dessus. Donc ça, c'était la petite précision importante que je voulais faire à l'entrée de cette vidéo. Donc, ensuite, il me semble donc que je n'ai pas été assez clair, puisque, c'est vrai que je critique donc la pensée de Thaïs Descuffon, mais que je n'ai pas donné assez d'exemples quant à ce que j'appelle le féminin toxique, et dans ce qu'elle partage, elle, en l'occurrence. Et donc, je vais remédier à ce problème en début de vidéo. Et par la suite, j'aimerais faire quelques rappels par rapport à ce que j'ai déjà dit précédemment dans d'autres de mes vidéos à moi, pour qu'on puisse bien comprendre en fait ce que moi j'appelle la nature humaine. Et donc, va en découler de cette nature humaine l'explication que je vais faire de la toxicité relationnelle, et de surtout où commence la toxicité relationnelle. Mais donc ça, ce sera sur la suite de cette vidéo. Mais tout d'abord, donc, je vais repréciser certaines choses par rapport à ce que Thaïs Descuffon partage. Et donc là, notamment, je suis sur le Telegram de Thaïs, donc sur mon ordi qui est ici, c'est pour ça que je regarde de ce côté. Mais je vais vous mettre les posts à l'écran. Donc là, tout d'abord, je commence par un post qu'elle a fait le 13 avril donc, de cette année. Post où elle dit, où d'abord elle partage donc 2 captures d'écran. Donc capture d'écran, on voit une photo avec un titre, Caroline Célico, Kaka ne m'a pas trahi, mais il était trop, 3 petits points. L'ex-femme du Brésilien donne l'étonnante raison de leur divorce. Et donc ensuite on lit, Kaka ne m'a pas trahi, mais il m'a toujours bien traité. Il m'a donné une famille merveilleuse, mais je n'étais pas heureuse, il manquait quelque chose. Le problème est qu'il était trop parfait. Fin de citation. Le couple s'était marié avant d'avoir eu une relation intime car il s'était promis de rester chaste jusqu'au mariage. À l'époque, Kaka avait 23 ans et Célico avait 18 ans. Après les révélations de cette dernière, les internautes n'en reviennent pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était les captures d'écran. Et donc elle cite donc une de ses détracteuses, sûrement une femme des femmes qui font des critiques à Thaïs. Et donc elle cite: Thaïs, tu dis n'importe quoi, les femmes aiment les hommes gentils, inconditionnellement fidèles et qui n'ont pas d'expérience. Fin de citation. Et donc là, elle cite donc cet exemple en disant la réalité. Voilà. Donc pour elle, ça c'est la réalité. Comme quoi, les femmes quitteraient leurs compagnons, parce que elles les trouvent trop parfaits, trop gentils, etc. Et donc cet exemple, pour moi, illustre très bien ce que j'ai précisé dans ma précédente vidéo, comme quoi, elle pense justement que cette féminité toxique, comme je l'appelle, est présente en toutes les femmes et que cela est en quelque sorte une fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y remédier, on ne peut pas aller outre cet état de fait, cette nature-là. Donc cela illustre très bien ce que je dis, je pense, puisqu'en fait, face à cette situation, il y a deux voies qui s'offrent à nous. Soit on va dire que c'est de la faute de l'homme, en quelque sorte, que donc cette relation n'a pas tenu, soit ce serait de la faute de la femme, puisqu'on voit bien que de toute façon, cette relation, il n'y avait aucun problème à l'intérieur, ils l'ont bien dit,
il l'a toujours bien traité, il lui a donné une famille merveilleuse, etc. Donc dans le cas où on dit que c'est la faute de l'homme, eh bien on va dire que c'est parce que eh bien, il était trop parfait, qu'il ne lui faisait pas vivre assez d'émotions, pas assez d'expérience, qu'elle ne ressentait donc pas assez les ascenseurs émotionnels, comment dire. Je vais expliquer ça un peu par la suite. Donc ça, c'est dans le cas de l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, il est trop plat, comme ce que certaines femmes disent, et donc il ne fait pas vivre assez d'émotions. Et c'est un petit peu le cas de Thaïs, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle pousse les hommes à changer et à devenir plus émotionnels en quelque sorte. Hein. Et puis après, il y a le cas où on dit, eh bien, c'est de la faute de la femme, et dans ce cas-là, on va dire que eh bien, la femme est trop puérile, qu'elle est trop émotionnelle, trop enfantine, et qu'elle devrait donc gagner en maturité. Hein. Et voilà, donc ça va être plus une vision masculine des choses, où on va pousser au contraire les femmes à devenir plus matures, plus responsables. Voilà. Et il va de soi qu'aucun homme ne souhaite vivre une situation pareille. Donc ériger cette situation en normalité, comme le fait Thaïs, de manière sous-jacente, puisqu'elle ne le dit pas frontalement, bien sûr, mais c'est sous-jacent à sa pensée, et bien en fait, c'est en réalité la meilleure des solutions pour qu'en fait les hommes n'aient plus envie de s'engager avec des femmes, hein, concrètement, puisque cette situation, aucun homme ne souhaite le vivre, et voilà, hein, tout simplement. Alors désolé au passage déjà pour le bruit que vous entendez en arrière-fond depuis le début de cette vidéo, c'est parce que juste à côté il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, voilà, j'ai fermé la fenêtre mais on entend encore le bruit. Alors ici, qu'est-ce que c'est que les ascenseurs émotionnels? Alors je trouve que cette notion d'ascenseur émotionnel est très bien développée, enfin pas développée mais illustrée pardon, dans cette vidéo, hein, donc par ce monsieur sur la chaîne Nico Capone, hein. Cette vidéo, elle date d'il y a 6 ans quand même, hein, donc ils en ont fait plein au milieu. Et donc cette vidéo, c'est quoi? C'est ce qu'on peut appeler un prank de nos jours. Hein. Donc je vais vous laisser regarder cette vidéo et on en parle juste après. Elle ne dure que 2 minutes 50, donc ça va, c'est pas très long. Et donc voilà, ça c'était la petite vidéo que je voulais vous montrer là-dessus, puisqu'elle illustre très bien le phénomène d'ascenseur émotionnel. Qu'est-ce que l'on observe, hein? On a donc l'homme hein, qui s'appelle Nico, qui sait en fait très bien que sa femme aime le maquillage et qu'elle y tient beaucoup hein, à son maquillage. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui casser son maquillage. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une dépression émotionnelle. On a bien vu, hein, la femme était au bord des larmes, hein, vraiment. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui offrir des cadeaux, donc du nouveau maquillage, qui va créer cette effervescence émotionnelle juste après. Voilà. Hein. Donc ça, c'est typiquement l'ascenseur émotionnel, très bien illustré ici. Hein. Donc la femme était très contente par la suite, etc. Hein, voilà. Après, il peut exister également le schéma inverse de l'ascenseur émotionnel, qui va être de justement apporter beaucoup d'attention et comment dire, d'amour à une femme en début de relation, par exemple. Hein. C'est lui faire vivre sa meilleure vie, faire en sorte qu'elle se sente exceptionnelle, etc. Et en fait, par la suite, juste après, eh bien, on va couper toutes les communications, on va s'éloigner fortement d'elle, etc. Et donc, ça va créer cette dépression émotionnelle juste après eh bien l'effervescence première de la relation. Et donc, voilà comment est-ce qu'on crée un ascenseur émotionnel chez les femmes. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'en viens donc à un post de Thaïs du 12 avril, c'est-à-dire la veille hein, de ce post, où elle disait par exemple hein, « Les femmes aiment les hommes qui prennent des risques et leur font vivre des sensations fortes. Si vous êtes excessivement précautionneux, elles vous verront comme un faible et un lâche. » Voilà, là encore une fois, on a encore cette idée d'ascenseur émotionnel, hein. On a cette idée justement de sensations fortes, d'émotions, etc. Mais en plus, elle rajoute que si on est excessivement précautionneux, mais qu'est-ce que cela veut dire? Puisque la frontière entre être précautionneux et être attentionné, par exemple, eh bien, elle est un petit peu vague, hein, on ne comprend pas trop bien qu'est-ce que cela signifie. Mais voilà, si vous êtes excessivement précautionneux, madame, elle dit que vous êtes donc un faible et un lâche. Hein. Donc ce n'est pas moi qui le dis. Moi, bien sûr, je trouve que ce discours est assez problématique. Hein. Mais bon, bref, passons. Ensuite, le 15 avril, elle dit « Votre vie sera bien plus facile à vivre le jour où vous intégrerez qu'il existe un fossé entre ce que les femmes disent et ce qu'elles pensent.
Ce n'est pas de la manipulation consciente de leur part, c'est juste leur programmation. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai développé dans ma précédente vidéo à propos justement de cet écart qu'il y a donc entre ce que les femmes disent et ce qu'elles pensent, ce qu'elles font, etc. Je ne vais pas revenir donc là-dessus dans cette vidéo. Ensuite, le 16 avril, elle dit quoi? Elle dit « Un garçon devient un homme le jour où il n'est plus terrorisé à l'idée qu'une femme le rejette. » Elle vous a peut-être dit non, mais il en existe des centaines comme elle. Cela a si peu d'importance. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est assez problématique à mon sens, puisque, en quelque sorte, elle pousse les hommes à considérer que les femmes n'ont pas de valeur, sont remplaçables, ont une valeur insignifiante, et qu'il en existe donc des centaines comme elle. Donc pourquoi est-ce qu'on s'attarderait à vouloir rechercher une femme en particulier, puisque de toute façon elle est comme toutes les autres? Donc pour moi ce discours est aussi problématique. Encore une fois. Et donc je vais finir par le dernier qu'elle a fait, c'est-à-dire le 23 avril, il y a 2 jours, où elle disait « Si vous ne vous montrez pas intéressé par elle d'office, vous montrez que vous êtes un homme qui a des standards élevés. Si vous vous montrez intéressé tout de suite, vous lui renvoyez comme signal que vous n'avez pas d'option. Et quelle femme serait intéressée par un homme qui n'a aucun choix? Point d'interrogation. » Donc voilà, encore une fois, opinion que je trouve assez problématique, puisque bon, dans le premier cas, lorsqu'on montre qu'on n'est pas intéressé par elle, eh bien c'est tout simplement peut-être parce qu'on n'est pas du tout intéressé par elle. Donc en fait, qu'est-ce que ça va pousser cette manière de penser? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, elles vont dire, eh bien l'homme, il n'est pas intéressé par moi, donc ça veut dire qu'il a des standards élevés, donc ça veut dire que eh bien c'est quelqu'un d'intéressant en quelque sorte, c'est quelqu'un qu'il faut que je poursuive, alors que le mec n'est pas intéressé par vous. Dans le deuxième cas, lorsque l'homme se montre intéressé tout de suite, peut-être qu'il est vraiment intéressé, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec vous et que donc il veut vraiment faire quelque chose avec vous. Mais bon, dans ce cas-là, elle vous dit que bien s'il est directement intéressé, c'est que forcément il n'a pas d'option et que donc vous ne devez pas vous attarder sur lui puisque de toute façon il n'a pas beaucoup de valeur. C'est ce qu'elle dit. Et quelle femme serait intéressée par un homme qui n'a aucun choix? C'est-à-dire en fait il n'a aucune valeur, les femmes ne sont pas intéressées par lui, donc vous ne devez pas vous intéresser à lui. Donc voilà. Donc mentalité que je trouve encore une fois très problématique ici, sachant qu'en plus de nos jours, très peu d'hommes ont beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options en quelque sorte, et que donc avec cette manière de penser, vous mettez sur le carreau 80% des hommes qui ont déjà pas de choix dans la vie. Donc forcément, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Les hommes qui n'ont pas de choix continueront à ne pas avoir de choix, et les hommes qui ont tous les choix continueront à avoir tous les choix, globalement. Donc ça, c'est encore une fois très problématique à mon sens. Donc voilà, ici j'ai juste cité un échantillon de la pensée de Thaïs Descuffon qui me dérange. Bien sûr, vous pouvez donner votre avis en commentaire par rapport à ça, si c'est fait de manière respectueuse, encore une fois. Et je vais passer donc à la suite de cette vidéo. Alors maintenant, il me faut faire quelques rappels par rapport à ce que j'appelle la nature humaine. Ce sont des choses en réalité relativement simples lorsqu'on les a bien compris et intégrées. Alors tout d'abord, nous sommes tous bien sûr des êtres humains. Et en tant qu'être humain, nous avons donc un corps, nous avons un esprit, et nous avons ce qu'on appelle une force vitale. Force vitale qu'on peut également appeler l'âme. Et je vais revenir là-dessus, c'est très important. Alors tout d'abord, le corps, il est soit masculin, soit féminin. Voilà. Et c'est ce qui détermine donc notre sexe et notre genre. Et il n'y a rien d'autre qui détermine notre sexe et notre genre que notre corps. Il faut vraiment bien comprendre cela. Bien sûr, je m'oppose à toute idéologie trans lorsque je dis cela, mais je l'affirme ouvertement. Ensuite, il y a donc l'esprit. L'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la force qui gouverne. C'est le centre de la décision et de la pensée. Et l'esprit est donc détaché du corps. C'est très important à comprendre, ce sont deux entités qui sont indépendantes. C'est pourquoi il peut y avoir des gens qui sont persuadés d'être autre chose que ce qu'ils sont. Par exemple, un homme qui est persuadé de ne pas être un homme, cela est très possible justement parce que l'esprit est détaché du corps. Ensuite, donc, nous avons la force vitale, ou l'âme aussi qu'on peut appeler. Et donc, qu'est-ce que c'est que la force vitale? C'est
ce qui va donc réunir le corps et l'esprit. Voilà, c'est ça ce qui va... Enfin, c'est ça qui réunit le corps et l'esprit, c'est la force vitale, c'est l'âme. Et donc, pour donner quelques exemples de à quoi sert la force vitale, eh bien, c'est tout simplement lorsque vous ressentez une douleur, votre corps est touché, est impacté, eh bien, en fait, c'est la force vitale qui va transmettre donc cette douleur que vous ressentez au niveau du corps vers votre esprit. C'est là que vous allez pouvoir prendre conscience que, oula, votre corps a mal, il faut le protéger, par exemple. Mais c'est également lors du mouvement. C'est votre esprit qui veut faire un mouvement, votre esprit qui va transmettre donc au corps, grâce à la force vitale ou grâce à l'âme, eh bien, l'impulsion du mouvement qui va lui transmettre donc cette volonté de bouger, de se mouvoir. Voilà. Et donc, je vais donner également un dernier exemple. On connaît tous l'expression qui dit âme sensible s'abstenir. Voilà, lorsque on va être exposé par exemple à des images choquantes, des images vraiment pas très agréables à regarder. Eh bien voilà, il y a cette expression âme sensible s'abstenir, tout simplement parce que eh bien, ces images vont créer un impact sur nous, hein, et donc on perçoit ces images grâce à la vue, donc grâce au corps, et donc c'est la vue qui va transmettre ensuite à l'esprit par la force vitale ou par l'âme, donc ces informations à l'esprit. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit que eh bien, c'est les âmes sensibles qui doivent s'abstenir, puisque c'est par le biais de l'âme qu'on va transmettre cette information à l'esprit, et c'est l'âme qui va donc l'impacter, qui va comme l'imprimer dans l'esprit, et qui va faire que ensuite l'esprit va faire tourner cette information dans son cerveau en permanence, et que cela l'aura impacté très fortement à cause de cela. Hein. Donc, à côté de ces trois éléments fondamentaux qui constituent tout être humain, nous avons ce que l'on appelle l'ego. Alors moi, ego que j'ai subdivisé donc en deux parties, que j'appelle l'ego du masculin et l'ego du féminin. Alors que je vais faire un bref rappel ici, très simple. L'ego du masculin est caractérisé par l'énergie du rejet ou la blessure de rejet, c'est à peu près la même chose. Cela va caractériser en réalité eh bien, la manière dont l'individu agit, voilà. Et donc qui est relié avec l'énergie ou la blessure de l'humiliation. Hein. Puisque le rejet et l'humiliation, ça va ensemble. Et donc, ça, en contrepartie, on a ce qu'on va appeler la peur de l'abandon et la peur de la trahison, qui fait également partie de l'énergie du masculin. Et donc, à l'opposé, on a l'ego du féminin, caractérisé par l'énergie de l'abandon ou la blessure de l'abandon. Encore une fois, c'est une manière d'agir que va adopter le féminin, une manière qui est donc basée sur l'abandon. Et donc abandon qui est relié également avec l'énergie ou la blessure de la trahison. Voilà. Et en contrepartie, encore une fois, on a ce qu'on va appeler la peur du rejet et la peur de l'humiliation. Donc voilà, ici on a les deux énergies qui sont à la fois opposées et complémentaires, telles que je les ai définies dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne. Et ce qu'il est très important surtout à comprendre avec l'ego, c'est que l'ego est le protecteur de l'âme. Voilà, je m'oppose vraiment fermement à tous ceux qui vont inverser les choses, hein, qui vont dire que on a des blessures de l'ego et que l'âme est quelque chose de d'inaltérable et de pur, etc. Pour moi, cela est totalement faux. Hein. Il faut vraiment reprendre les fondamentaux et les termes dans leur essence. On les appelle les blessures de l'âme, puisque c'est l'âme qui est blessée. Et donc l'ego est là pour protéger l'âme, c'est le protecteur de l'âme. Cela est très important à comprendre. Donc c'est l'âme qui souffre, et pour lui éviter de souffrir, l'ego va adopter des mécanismes de protection. Voilà, ce sont des mécanismes de protection. Et donc ce qui est également très important à comprendre avec l'ego, du masculin ou du féminin, les deux, c'est qu'ils ne sont pas mauvais en soi. Voilà. Ce sont simplement des outils que l'âme utilise justement pour se protéger, mais ils ne sont pas mauvais en soi. C'est notamment grâce à l'ego que, eh bien, nous, en tant qu'individus, on peut exercer notre libre arbitre. C'est l'ego qui permet à l'âme d'évoluer, de s'orienter dans une certaine direction, de s'accomplir d'une certaine manière. Et donc, pour la suite de cette vidéo, il va falloir que je parle encore une fois de la liberté, hein,
que j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, hein. Et donc il y a 3 paramètres à prendre en compte dans la liberté. Il y a d'une part ce que j'ai appelé vouloir, c'est-à-dire la volonté en quelque sorte. Il y a le pouvoir, et il y a donc le devoir. Puisque pour agir d'une certaine façon, il faut déjà avoir la volonté d'agir de cette façon, c'est-à-dire il faut avoir le vouloir en quelque sorte. Mais il faut également avoir la possibilité d'agir de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut en avoir le pouvoir. Voilà, ce sont les 2 éléments fondamentaux à toute action, toute prise de décision. Il faut donc avoir la volonté et la capacité, hein, les 2 choses fondamentales. Mais on ne peut pas s'arrêter là, puisque cela ouvre la voie à toutes les dérives possibles. Il faut également prendre en considération ce que j'appelais le devoir, c'est-à-dire ce qui va faire intervenir la notion de morale, mais aussi la notion d'ordre, de tradition, de mœurs et de coutume. Voilà. Parce que sinon ce serait l'anarchie, tout le monde ferait tout et n'importe quoi, juste à sa convenance, pour satisfaire justement son ego personnel, comme on dit, et satisfaire donc sa propre volonté au détriment de tout le monde et de tous les autres. Hein. Et donc voilà pour les simples rappels que je voulais faire dans cette vidéo. Il faut donc maintenant que je précise, que je développe donc le sujet de cette vidéo, hein, que je voulais développer, c'est-à-dire où commence la toxicité relationnelle. Alors dans cette phrase, il faut déjà bien comprendre que je parle de toxicité relationnelle, puisque, comme je l'ai dit, la toxicité n'est pas absolue. C'est quelque chose qui est relationnel, c'est-à-dire qu'elle intervient de manière relative à une relation, c'est-à-dire à une relation avec quelqu'un d'autre ou à une relation dans une certaine situation particulière. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est absolu, c'est quelque chose qui est relatif. Déjà, c'est très important à comprendre, puisque personne n'est toxique en soi. L'ego du masculin et l'ego du féminin ne sont pas toxiques en soi, ne sont pas mauvais en soi. Tout cela va dépendre en réalité de la manière dont on l'utilise, de la manière dont on utilise l'ego. Voilà. C'est-à-dire de l'expression de la liberté individuelle d'un individu particulier, hein. C'est-à-dire, en quelque sorte, de quel est le sens du devoir de cet individu particulier, quelles sont les limites qu'il s'est fixées, quelle est sa morale individuelle, puisque c'est là, tout revient à cet élément fondamental. Hein. Et donc, dans une relation, il y a 2 individus, c'est-à-dire que cette toxicité ne va pas être seulement le fait, en quelque sorte, d'un seul des 2 individus. Les 2 individus vont avoir une place dans cette toxicité, si je puis dire. La toxicité, donc, va commencer lorsque l'individu que je vais appeler l'agresseur, en quelque sorte, l'individu toxique, va abuser donc d'un individu victime. Il va donc y avoir une souffrance qui provient en réalité de l'injustice, de ce qu'on va appeler la blessure de l'injustice. Ça va créer une souffrance. Voilà. Donc c'est très important à comprendre que la toxicité intervient particulièrement lorsqu'il y a souffrance. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas souffrance, généralement il n'y a pas toxicité. Hein. Mais bon, voilà, et après il peut y avoir des cas particuliers aussi. Hein. Ici je fais une généralité, il faut bien comprendre. Hein. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que si l'agresseur abuse de sa victime, ça veut dire qu'il a donc le pouvoir et la volonté de le faire, encore une fois. Et donc, côté victime, la toxicité va dépendre, bien évidemment, de sa sensibilité émotionnelle qui est différente pour tous, c'est-à-dire qu'un même comportement ne va pas entraîner les mêmes répercussions chez un individu quelconque et chez un autre individu. Hein. On comprend bien que la sensibilité émotionnelle de chacun n'est pas la même et qu'un comportement peut être problématique dans une certaine situation et ne pas être problématique dans une autre.
Et donc, en dernier lieu, la toxicité va dépendre bien sûr beaucoup de l'agresseur, hein, puisque en réalité, c'est lui qui a le pouvoir d'agir sur la situation. La victime n'a en général que peu de pouvoir sur cette situation, puisque cela va dépendre en réalité de la plus ou moins grande empathie et de la plus ou moins grande compassion de l'agresseur vis-à-vis de sa victime. Voilà. Puisqu'ici, comme je l'ai dit, l'agresseur est en position de force. La question, c'est est-ce qu'il va décider sciemment d'abuser de la faiblesse de sa victime ou de la faiblesse de l'autre pour lui imposer sa volonté, hein, ou pour retirer un bénéfice de la relation qu'il entretient avec elle ou avec lui, bref, peu importe. Puisqu'il faut bien comprendre que dans la toxicité, il y a toujours une notion d'abus de pouvoir, d'abus de faiblesse vis-à-vis de l'autre qui est sous-jacent. Hein. Voilà. Et donc en réalité, c'est la notion du devoir qui va être fondamentale à bien prendre en compte. C'est est-ce que l'agresseur ou celui qui a le pouvoir sur l'autre, hein, puisque ce n'est pas forcément un agresseur si il décide justement de ne pas exercer cette influence négative sur l'autre. Mais justement, la question c'est est-ce qu'il a suffisamment de vertu, est-ce qu'il a suffisamment de valeur, est-ce qu'il est suffisamment bien structuré à l'intérieur de lui, est-ce qu'il a quelle est sa tradition, quelles sont ses croyances, et est-ce qu'il va chercher justement à retirer un bénéfice de l'autre à son détriment, c'est-à-dire contre sa volonté, ou au contraire, est-ce qu'il va prendre en considération sa faiblesse, sa vulnérabilité, et est-ce qu'il va décider de ne pas abuser de l'autre personne. Voilà. Donc c'est vraiment la notion du devoir qui est fondamentale ici. Et donc voilà, je pense que j'ai été suffisamment clair sur qu'est-ce qui détermine une toxicité relationnelle et surtout où commence la toxicité relationnelle. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me donner votre avis. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur X, à aimer, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.